Bonsoir à tous les auditeurs retrouvés chaque semaine pour parler de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Donc, Dieu merci que nous sommes là et donc voilà. On est très content de vous retrouver et nous avons fini les élections en Côte d'Ivoire, les élections électorales 2025. Vous savez que il y a eu beaucoup d'écoulements de salive et d'encre. Voilà, il y en a qui disaient que les élections n'auront pas lieu, il y a d'autres qui disaient que M. Ouattara ne peut pas organiser les élections, le boycott, etc., etc. Eh bien, voilà, M. Ouattara a fait ses élections et il a gagné. D'après lui, il a proclamé sa victoire et c'est ça qui est bien. Alors, M. Ouattara, aujourd'hui, est le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons un nouveau président pour les 5 prochaines années. Voilà, c'est le président Alassane Ouattara qui est le nouveau président. Voilà, donc nous sommes donc très heureux de vous retrouver. Comme on dit souvent, pour nous qui croyons en Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais on savait que le président Alassane Ouattara, ça allait se passer comme ça. Alors, on a déjà perdu assez de temps. Je ne sais pas si M. Adjaye est là et si Pasteur Aka, s'ils sont tous les deux connectés, on va commencer automatiquement à faire l'analyse de cette actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire au lendemain des élections d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Adjaye. Bonsoir, M. Sarah. Voilà. Pasteur Aka, bonsoir, vous êtes là? D'accord. Le pasteur Aka n'est pas là. Alors, M. Adjaye, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ok. Voilà, Dieu merci. Alors, vos impressions, hein, les élections ont eu lieu, le président a été proclamé reconduit dans son mandat de 5 ans, donc il ira jusqu'en 2030. Et puis, un scrutin qui s'est soldé aussi par des morts, des villages brûlés, des Ivoiriens tués, des Ivoiriens qui n'ont pas voté. Quelles sont vos impressions sur tout ça, M. Adjaye? Merci, M. Sarah, pour votre question. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Je le dis et j'assume mes propos. Parce que tout le monde connaît ce qu'on appelle une élection. Quand on parle d'élection, il y a des critères. Dès lors où ces critères ne sont pas réunis, ce n'est pas une élection. On peut peut-être l'appeler une sélection ou bien autre chose, mais sauf une élection. Donc, Ouattara qui s'est proclamé, il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Son mandat est terminé depuis le 25. Il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire parce que il n'aura pas la paix. C'est un coup d'État, un braquage électoral, c'est un coup d'État civil. Par conséquent, il n'a pas le droit de dire qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Voilà mes impressions. Alors, qu'est-ce qui vous, justement, pourquoi vous dites que ce ne sont pas des élections? Il y a eu des bureaux de vote qui étaient ouverts, M. Ouattara est allé, il a voté pour lui-même, il y a des Ivoiriens qui sont allés le voter. Qu'est-ce qui vous fait? Mme Simone Gbagbo était sur la liste avec M. Awa Domelo, Blé Goudé et Mme Lagou, mais tous ceux-là sont allés aux élections. Eh bien, ils ont voté pour eux-mêmes, leurs supporters ont voté pour eux. Qu'est-ce qui vous donc fait dire que ce ne sont pas des élections? Ce sont des élections qui ont été organisées, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Merci, Sarah. Oui, bonsoir, Pasteur Aka. Merci, Sister Sarah. Alors, avant de vous répondre, je vais vous donner une petite métaphore. Vous voyez, vous, les enfants, les jeunes filles, quand on était enfants, là, vous préparez la nourriture dans les boîtes de sardines, n'est-ce pas? Oui, oui. Des tomates. C'était de la nourriture, mais vous avez vu quelqu'un de la famille venir manger cette nourriture? Quand vous aurez répondu à cette question, alors vous pourrez mieux comprendre ce que je vais vous dire. Une élection, c'est une épreuve d'ambiance parce que
dans la nation, tout le monde est d'accord de renouveler le leadership. On est tous d'accord. Il y a des candidats qui se proclament. On est tous d'accord, chacun est libre de choisir son candidat. Et tranquillement, les gens se lèvent le matin, ils vont voter. C'est-à-dire, ils expriment leur devoir envers la nation, avec leur bulletin de vote. Et tranquillement, le soir, quand les urnes sont fermées, on annonce le résultat, on dit, voici celui qui a gagné. C'est ça une élection. Il y a des critères. Quand ces critères-là ne sont pas réunis, on laisse tomber, on reporte pour pouvoir réunir les critères. Donc pour nous, les défenseurs des droits de l'homme, pour nous, les souverainistes et les démocrates, ce qui s'est passé là, on appelle ça une mascarade, un braquage, un coup d'État civil. Ce n'est même pas une élection. On peut même l'appeler une sélection. Parce que, vous imaginez, le vote devait avoir lieu le samedi, mais le vendredi, on était déjà au courant des résultats. Vous comprenez un peu la gravité de cette histoire? Ce n'est pas une élection. À aucune élection, on a les résultats avant le scrutin. Si c'est ça là. Mais c'est trop grave. Et puis, moi, je peux conclure pour dire que, avec tout ce qu'on a vécu, Ouattara ne peut pas dire qu'il est le président d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est un voleur, un violeur, un braqueur. Mais écoutez, si c'est ça là. Si un voleur rentre chez vous, qui prend votre télévision, il devient le nouveau propriétaire, n'est-ce pas? C'est tout. Il n'a pas payé, il a fraudé, il a risqué sa vie, et puis il est parti avec ça, et puis il va dire à ses enfants qu'il a gagné, il a acheté une télévision. Oh, pourtant il vient de la voler, c'est 6 heures ça là. C'est ça mon point de vue. D'accord. Pasteur Aka, bonsoir. Oui, bonsoir, si c'est ça. Soyez bénis. Voilà. Bonsoir, merci. Voilà, vous aussi. Alors, les élections ont fini d'avoir lieu et le président a été réélu. Voilà, c'est le mot. Il a été réélu par les Ivoiriens qui sont allés voter. Quelles sont vos impressions après ce week-end de vote de façon générale sur tout le panorama qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Ben, merci. Il y a plusieurs analyses à faire. Et comme je le dis toujours, la Côte d'Ivoire est un pays stratégique dans la sous-région et non seulement dans le programme de du nouveau ordre mondial. Alors, dans cette élection-là, ce qui s'est passé, il n'y a pas de surprise. Il faut situer un peu les responsabilités. C'est vrai que l'opposition a fait ce qu'il fallait faire, mais l'équipe du président Ouattara a su jouer son jeu. Et il y avait deux alternatives qui se présentaient à l'opposition. La première alternative, quand on analyse toutes les revendications qui sont faites depuis plus de 2 ans, où il y a eu refus total du dialogue politique, sur la révision de la liste électorale, de l'audit, l'opposition devait se dire que, quelle que soit l'élection qui aura lieu là, elle ne peut pas gagner. Donc, comme nous sommes dans un environnement où les gens sont corrompus, et ça, c'est la force du président Ouattara. Parce que quand vous regardez nos politiciens là,
il y a trop de problèmes de personnes. Il n'y a pas de consensus. Mais avec ces failles-là, vous ne pouvez pas apporter un changement ni une alternative, une alternance. Ce n'est pas possible. Parce que les signes déjà il y avait déjà les signes pour comprendre que cette élection-là, ce n'était pas une élection. Mais est-ce que vous pensez que même si l'opposition était restée unie et qu'ils étaient allés en bloc contre M. Ouattara, tel que la liste électorale était et tel que le découpage électoral a été fait, et vu aussi que la CEI a refusé de faire la révision des listes électorales, est-ce que vous pensez que l'opposition aurait une chance de gagner? Non, ce que je considérais l'opposition, si l'opposition, les Ivoiriens eux-mêmes, ceux qui étaient vraiment soucieux du pays, qu'il n'y a aucun candidat contre le président Ouattara. Parce que ce que nous venons de vivre là, c'est ce qu'on avait vu en 2020 avec plusieurs cacadés. Si je peux m'exprimer ainsi. Parce que, en dehors de Babo, Tiam qui ont été éliminés, Madame Simone, qu'est-ce que tu t'en cherchais dans cette élection? Toi, tu peux battre Ouattara dans ces conditions-là? Dion, toi, tu peux battre Ouattara dans ces conditions-là? Arrête Lago, bien quoi là, Lagou, bien quoi là. Tu peux battre Ouattara? Et Awa Dombelo? Et c'est des plaisanteries. Donc, ceux-là, ce pas des gens qui aiment leur pays. Non. D'ailleurs, parlant de Madame Gbagbo, elle est sortie là pour se plaindre que des élections qui n'ont pas été des élections justes et transparentes. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce qu'elle essaie de se dédouaner vis-à-vis des Ivoiriens? Est-ce qu'elle essaie de regagner encore la confiance des Ivoiriens en disant, bon, même si elle a fait les élections, au moins elle a eu le courage de critiquer. Pourquoi c'est maintenant qu'elle sort pour revenir encore relancer le même débat qu'il y avait avant les élections, Pasteur Aka? Et puis je vais demander l'avis de monsieur. Ce qu'elle est en train de dire là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'était avant les élections, tous les candidats là, opposés au président Ouattara, savaient que les conditions n'étaient pas réunies, donc devaient se faire en bloc pour dire que nous, on a été retenus pour candidater, mais nous ne pouvons pas candidater parce que les conditions ne sont pas réunies. Voilà comment des responsables politiques peuvent agir. Ce qu'elle raconte là, c'est du n'importe quoi. Comme vous le dites, elle cherche à quoi? Elle peut convaincre qui? Non. Elle a plutôt pris ça comme un problème de personne entre elle et puis le président Gbagbo. Nous, on s'en fout de vos affaires de monsieur et madame. Ça, c'est votre vie privée. Ça ne nous regarde pas. Vos sentiments de mari et femme, ça, c'est pas notre problème. Voilà. Donc, ce qu'elle raconte là, c'est des histoires. Voilà. Donc, ça, c'était la première alternative. L'opposition ne devait même pas participer. Ça devait être un refus globalisé. Tant que nous n'avons pas obtenu gain de cause, il n'y a pas de candidature. Mais comme il y a la corruption, vous prenez Jean Billon, il veut un Jean-Louis Billon, il veut régler ses comptes avec Tiam. Vous prenez Arel Lago, c'est la même chose, elle veut régler aussi ses comptes, elle était PDCI avant. Vous prenez Awa Dombelo, il veut régler ses comptes avec Babo. Vous prenez Simone, elle veut régler aussi ses comptes avec Babo. Avec ça, là, vous partez où? Ouattara, il a gagné, c'est fini là. Maintenant, ce que nous pouvons espérer, c'est un peu 1% de chance. Hein. Ça dit qu'on se retrouve un peu pendant la compétition de la Coupe de Nations, de la CAN. De la CAN. Où la Côte d'Ivoire, après être battue 4-0, par, je ne sais pas c'est quel pays là, même la Guinée ou bien quoi là.
On attendait... La Guinée équatoriale. On attendait un miracle par le Maroc pour être repêché. Puis bon, le miracle s'est produit. Comme on dit, découragement n'est pas ivoirien. Donc la seule alternative qui est là actuellement, c'est que malgré que les résultats sont en train d'être donnés, je ne sais pas si c'est définitif, si le taux de participation n'atteint pas 50%, en dessous de 50%, selon la loi nationale comme internationale, le vote est annulé. Il faut annuler le vote. Donc, non, mais on ne peut pas dire que ça n'atteint pas 50% puisque la CEI est en train de proclamer des résultats que les gens ont voté partout à plus de 50%. Mais actuellement, les résultats actuels, c'est M. Ouattara gagne à 80% des suffrages exprimés. Donc, l'opposition n'a même pas l'opportunité ou la possibilité de battre en brèche ce que la CEI est en train de dire et de dire que bon, il faut annuler. Non, donc, non, ce que je veux dire, M. Ouattara peut avoir 95%. Mais ce dont je parle, c'est le taux de participation. Est-ce que sur les 8 millions et quelques, il y a au moins 4 millions ou 5 millions qui ont voté? Parce que si tous ceux-là ont voté, comme ils sont en train de dire, parce que, est-ce que en faisant le découpage des pourcentages là. Parce que c'est qu'ils sont en train de, l'erreur qu'ils sont en train de faire, le fait de vouloir donner les 85%, 90% au président Ouattara, c'est par rapport à quel nombre de votants? Si ça n'atteint pas... Parfois, le résultat est plus élevé que le nombre de votants. Voilà. Comme on l'a vu au nord où il y a, je ne sais pas si c'est à Kounaïri ou bien où M. Ouattara a eu 16 000 voix sur 14 000 votants. Il y a trop d'irrégularités. Donc, si dans le résultat définitif, il s'avère que ceux qui ont voté n'atteignent pas 50%, le vote n'est pas considéré. Ça, c'est notre joker qui est là. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que la Côte d'Ivoire, vraiment, la communauté internationale est très injuste à cause de leur intérêt vis-à-vis des Ivoiriens. Parce que ils ne peuvent pas dire qu'ils ne voient pas tout ce qui se passe. Donc, dans la deuxième alternative, là, si nous voulons vraiment un changement, il faut venir avec une armée privée. C'est-à-dire qu'il faut engager une guerre. À prendre ou à laisser. Il n'y a pas d'autre issue. Parce que ça, c'est difficile de le dire, on assume, mais il faut engager une guerre ouverte. De la manière dont la guerre a été faite en 2011, là, il faut engager. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. D'accord. Alors, je vais quand même prendre le point de vue de M. Adjaye par rapport à la sortie de Mme Simone Gbagbo ou Simone Ivé. M. Adjaye, comment vous trouvez tout ça? Simone Ivé qui aujourd'hui vient faire un discours. Quel est le sens de ce discours? Quel est le but de ce discours? C'est ça. Vous voyez, lorsque on achète un jouet à une fillette, une jeune fillette, une poupée, vous avez vu comment elle jubile, comment elle est contente. On a vu Simone Gbagbo danser lorsque sa candidature a été retenue. Donc aujourd'hui, là, elle se plaint pourquoi? C'est-à-dire que les conditions, ce sont des élections qui ne sont pas... elles sont inégales parce que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas pu aller s'exprimer. Les listes électorales n'étaient pas bonnes, elles n'ont pas été purifiées. Elle a dit beaucoup de choses, elle a en fait répété ce qu'elle disait avant d'aller aux élections elle-même. Donc, on ne comprend pas très bien de quoi elle parle. Et comme c'est votre maman, on veut savoir, peut-être que vous lui avez téléphoné, on ne sait jamais. Notre maman, là, un jour, médecin après la mort, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Pour le respect qu'on a pour elle. En fait, M. Adjaye, votre maman, là, elle met la honte sur vous, en fait. Bon, c'est justement, c'est pour ça, quand je disais que je n'ai même pas envie de parler d'elle, là, c'est tout ça, à cause de tout ça, là. Quand tu sais dans quoi tu es, et puis tu danses comme une fillette à qui on a acheté la première poupée,
ne faut pas venir te plaindre après pour dire que tu es en train de sortir ici. Nous, on n'est pas dans ça. On est ses enfants, mais on n'est pas dans ça. Nous, on raisonne. C'est tout. Si elle a oublié de raisonner, c'est son problème. Pour tout le respect qu'on a pour elle, je suis désolé. Parce que maintenant, le passé Aka a commencé à faire une analyse, un paquet d'options, mais je suis d'accord avec lui pour la dernière option dont il a parlé avant d'arrêter. Mais les autres analyses qu'il a faites là, pour dire que si le pourcentage, le taux de participation n'atteint pas 50%, mais il a oublié que les chiffres là, c'est fait en France. Allô, Dieye? Je pense qu'on a vu le fait. Oui. Non, je suis là. Ok, d'accord. Moi, j'ai bien envie de demander au passé Aka, mais les chiffres là, qui fait les chiffres? Les chiffres qu'on a vus le vendredi là, c'est fait en France. Il y a une société fantôme qui est là-bas qui fait les chiffres. Donc, les 50% là, ils vont trouver, il connaît bien Koulibaly qui vient, il va passer, c'est un sorcier, là, il va passer par tous les mécanismes pour atteindre 52%. Le taux de participation. Donc, c'est pourquoi je dis que l'analyse avec laquelle je suis d'accord, c'est ce qu'il a dit au dernier moment, qu'eux, ils ont fait la rébellion pour venir au pouvoir. Nous aussi, on doit faire la rébellion pour renverser le pouvoir. Sinon, les chiffres là, c'est des chiffres. Koulibaly Kubier, on le connaît pour ça. La France, la communauté internationale, on les connaît pour ça. C'est des hypocrites. Donc, ils ont mis quelqu'un au pouvoir. Si le peuple n'est pas d'accord, ils vont trouver les mécanismes d'envoyer le chiffre de taux de participation à 52%. C'est tout. Voilà. Oui, je vais ajouter un point aussi. Oui, allez-y, pasteur Aka. Oui, il faut dire aussi que dans l'alternative, c'est que le président, le pouvoir a été très rusé. Parce que ils savent que avec Babo ou avec Thiam, ça allait être difficile de tricher. Donc, ce que Abidjan Net nous a déjà présenté là, ça c'est ce qu'ils avaient prévu en cas de vote massif. Mais là où l'opposition aussi pouvait utiliser la sagesse, s'il n'y avait pas de problème de personnes, c'est-à-dire le PDCI, le PPACI, le FPI, mettaient leur ego de côté pour dire, bon, nous on n'est pas candidats, nous allons soutenir soit Ouadamilo, nous allons soutenir Bion, ou bien nous allons soutenir Mme Babo, et puis demander à tous les Ivoiriens d'aller voter, faire un bloc au niveau des bureaux de vote, de telle sorte que les résultats ne bougent pas des bureaux de vote et que ça soit donné par tous les réseaux en direct. Ça allait être difficile pour le pouvoir de nous donner des résultats contraires. Ça, c'était aussi une stratégie. Mais comme eux-mêmes, ils ne s'entendent pas entre eux, comme ils sont corrompus, c'est une guerre qui est engagée. Le plus fort à gagner, il gagne. Puis bon, voilà, ils n'ont qu'à réfléchir encore. Parce que l'alternative de pourcentage, comme je l'ai dit, c'est 1%. Mais si c'est possible, qu'est-ce que la communauté internationale va faire? Qu'est-ce que l'ONU va dire? Qu'est-ce que l'Union européenne? Qu'est-ce que la CEDEAO? Actuellement, là, tout le monde sait qu'il y a eu trop d'irrégularité, mais écoutez, les gens, ils s'en foutent. Hein? Alors, pasteur Aka, justement, parlant de ces élections, je voudrais qu'on parle aussi de M. Laurent Gbagbo. En fait, on a l'impression que ces élections-là ont fait sortir beaucoup de choses cachées qu'on ne savait pas. Alors, la retraite de M. Laurent Gbagbo en plein milieu de la course, c'est-à-dire que, donc, avant les élections, le président Gbagbo est sorti, il a fait beaucoup d'annonces, il a même tapé sur la table pour dire que M. Ouattara ne peut pas faire le 4e mandat, il a passé un mot d'ordre assez subtil et sournois, il a dit non au 4e mandat, les jeunes se sont relayés cela,
ils sont sortis dans les rues. Il y en a qui en sont morts aujourd'hui. Et puis, avant même qu'on ne prononce les élections, M. Laurent Gbagbo sort pour dire que lui, il prend sa retraite. Comment vous trouvez ça, vous, Pasteur Aka? Non, moi je pense que M. Laurent Gbagbo, vous savez, avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, ce qu'il pouvait faire là, c'est ce qu'il a fait. Et le problème est que ceux qui sont autour de lui là, c'est eux qui ont manqué de coordination, c'est eux qui ont manqué de sagesse. Et le président Gbagbo a toujours eu des gens autour de lui qui ne sont pas sincères. Parce que quand il a lancé le mot à Port-Bouilly, il a parlé, il y a eu la marche du 9, la marche du 16. Ben attendez, avec l'âge qu'il a là, vous voulez qu'il vienne dire quoi encore? L'opportunité était là. Avec l'âge qu'il a là, c'est pas lui qui va venir encore sur le terrain pour dire aux gens sortez, sortez, sortez. Non, non, non. C'est parce que le pouvoir a compris ça. Voilà pourquoi ils ont commencé à mettre la main sur presque tous ceux qui faisaient la mobilisation. Il fallait les arrêter. Donc il fallait profiter de ce moment où le peuple était galvanisé, où les gens étaient motivés dans le front commun de trop, c'est trop là. C'est en ce moment-là qu'il fallait agir. Mais ils ont laissé jusqu'à aux élections. Alors, dans lui, quand il réalise ça, il s'est dit, mais attends, j'ai fait ce combat-là, je suis arrivé à un terme de ma vie où il faut que je pense à moi-même. Si les gens veulent continuer à se battre, ils n'ont qu'à continuer à se battre. Moi, je prends ma retraite. Donc, je pense qu'on ne peut pas l'en vouloir. Moi, je pense qu'il a bien fait même de dire qu'il se retire. Parce qu'il faut laisser la nouvelle génération faire la bataille. Voilà, parce qu'il ne fallait pas s'entendre tout ce que les gens voulaient. Dans le mot d'ordre, quel mot d'ordre? Quel mot d'ordre? Non. Tout a été, il a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Il a dit, apprêtez-vous, s'ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Alors, il a dit, apprêtez-vous. Parce qu'il sait ce qui est devant lui. Maintenant, si on veut que ce soit lui-même qui soit devant à son âge, il a parlé, donner des coups de poing ou bien chose, là, c'est autre chose. Donc, moi, je pense que le fait même d'annoncer pour dire je vais me retirer là même, c'est bon même. Ça va changer un peu la direction des choses parce qu'avec l'âge qu'il a là, je pense que le président Ouattara aussi va suivre pour dire que lui aussi se retire. Et puis, on va voir maintenant la nouvelle génération, comment les choses vont se passer encore. Voilà. Sinon, il ne faut pas vouloir. Vous pensez donc que c'est un message qu'il envoie au président Ouattara pour dire écoute, mon cher, on a lutté, on est vieux, moi je me retire, j'espère que ça va te servir de leçon. Et est-ce que vous pensez que Ouattara va écouter ça? Non, lui, il n'envoie pas le message à Ouattara, il envoie le message à la population, aux militants, pour leur dire j'ai combattu, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai payé le prix. C'est vrai, il a le plus grand regret aujourd'hui d'avoir pris un article pour faire de Ouattara un candidat. Ça, il le regrette amèrement. Ça, pour l'occasion que les gens ont à parler à lui, ça, c'est le plus grand regret qu'il a. Donc, il aurait bien voulu que cette année, les choses changent. Mais si les choses ne changent pas, qu'est-ce que lui peut faire encore à son âge là? Voilà, il ne peut plus rien faire. C'est ceux qui sont autour de lui qui doivent prendre la relève. Donc moi, je pense que le fait même de dire que je me retire là même, je crois que ceux qui n'ont pas été patients, comme les Awa Domelo là, qui ont déjà brouillé, qui ont gâté déjà leur image politique. Bon, voilà, le président dit se retire. Maintenant, qui va prendre la tête du PPACI? C'est ça. Alors, M. Adjei, votre point de vue sur le retrait du président Laurent Gbagbo? En fait, c'est pas maintenant que le président Gbagbo se retire. Il a dit au congrès du PPACI qui va se tenir l'année prochaine, il va désigner quelqu'un pour prendre la tête du PPACI. Il va prendre sa retraite. Mais maintenant, jusqu'au congrès là, il a dit
il a mené le combat. Et donc, la jeune génération doit aussi continuer le combat. À chaque génération, son combat. C'est un message qu'il a lancé à l'opposition et à la jeunesse autour de lui. Bon, il attend peut-être des suggestions de leur part qu'il n'a peut-être pas reçues. Il aurait fallu que quelqu'un l'approche pour dire, bon, président, c'est vrai, vous avez mené le combat, merci, on a eu le multipartisme, d'autres en ont profité pour aujourd'hui être là où ils sont, et aujourd'hui c'est eux là qui nous tuent. Mais à notre époque, nous qui allons mener le combat, nous voulons changer de stratégie. Et voilà ce que nous voulons, C'est ce que Gbagbo attend d'eux. Parce que ce n'est pas Gbagbo qui va leur dire faites ça. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que Ouattara est venu pour prendre le pays là. On sait comment il est venu. Mais quand on dit le faire, c'est le faire qui coupe le faire là. On attend quoi? C'est Gbagbo qui va nous dire ce qu'il faut faire? Non, il ne peut pas être conseiller ça à quelqu'un. On doit aller vers lui pour lui faire la proposition, pour demander des conseils, et même de demander les moyens. Voilà le message codé que j'ai compris de l'approche de Gbagbo. Il attendait que quelqu'un vienne le voir pour faire des suggestions qu'ils n'ont pas fait. Donc il dit, bon, au Congrès, il va préférer se reposer pour garder, enfin, pour lui permettre de passer de beaux jours pour le temps qui lui reste. Voilà comment j'ai compris ça. Comment vous avez compris ça? D'accord. Alors maintenant, tous ceux qui sont allés contre M. Alassane Ouattara, quel sera leur avenir politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Parce que Ouattara sera là pour encore 5 ans. On n'est pas sûr que le président Ouattara lâche le pouvoir maintenant. Quel sera leur avenir politique? On a Jean-Luc Bion qui a tourné le dos au PDCI et qui continue de s'attaquer à M. Tidiane Thiam. On a M. Blé Goudé associé à Mme Simone Eivé qui s'attaque à M. Laurent Gbagbo. Donc, les divisions au sein de l'opposition ne sont pas résolues. Alors, quel est l'avenir aujourd'hui qu'on peut réserver à tous ces opposants-là? En tout cas, eux-mêmes, ils ont grillé les carottes. Mais ce qui est pire, c'est que quand Ouattara va se positionner là, il va régler certains comptes. Il y a une liste de gens qui vont éliminer. Parce que Ouattara veut faire les 5 ans là sans que quelqu'un ne le dérange. Eux-mêmes, ils se sont mis dans quelque chose dont ils ne connaissent pas la teneur. Oui, d'ailleurs, il y a eu une annonce qui circulait hier sur les médias, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, où on disait qu'il a été demandé à tous les fonctionnaires ivoiriens de faire venir leur carte d'électeur pour prouver qu'ils ont voté pour le chef de l'État. Si c'est vrai, est-ce que ça c'est nécessaire quand le président Ouattara vient de prendre le pouvoir? Allez-y, répondez, puis je vais aller vers Pasteur Aka par rapport aux 2 questions. L'avenir de ceux qui, aujourd'hui, de cette opposition balkanisée, et puis aussi cette menace aujourd'hui, la chasse aux sorcières, qui pourrait s'installer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les dictateurs ne savent pas que le vote est un droit et c'est un truc personnel. On n'a pas besoin de prouver qu'on a voté pour tel ou tel. Mais Ouattara va utiliser ça pour faire ce qu'on appelle ethnic cleansing, nettoyer tous ceux qui n'ont pas voté pour lui ou qui ont voté contre lui. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que quand dans un vote, quand on parle de l'isoloir, c'est toi et ta conscience. Tu votes pour qui tu veux. Et ta carte de vote, ton bulletin de vote, comment on appelle ça, ta carte d'électeur, ne détermine pas pour qui tu as voté. Mais eux, ils vont se baser sur l'ethnicité. Si on sait que tu es Guéré, tu es Dida, tu es Bété, tu es Atché, on sait que ceux-là,
ils sont contre Ouattara. Voilà le travail qu'ils vont faire. Et c'est Téné Brahima qui est la tête de cette entreprise-là. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous arrêter dans cette bataille-là. Nous ne devons pas laisser Ouattara tranquille. Pour même faire 1 an à la tête de notre pays. Parce qu'il va venir là, on ne va pas pouvoir supporter. Voilà. J'en ai fini. Alors, oui, passez à Ka. Passez à Ka. Oui, vous savez, hein, l'avenir des politiciens, ils n'auront plus le choix, ils seront obligés de se déclarer comme militants du RHDP. Hein? Parce que je ne les vois pas en train de... Je ne sais pas quel langage ils vont tenir encore pour que la population va encore les suivre. Donc, ils n'ont qu'à carrément s'adhérer au RHDP pour maintenir peut-être leur gain. Sinon, je ne les vois pas en train de tenir un langage d'opposant. Ce n'est pas possible. Puisqu'ils sont déjà dans le collimateur du pouvoir. Maintenant, pour ma part, je me dis que le président Ouattara, avec l'âge qu'il a, bon, considérons que s'il arrive à faire les 5 ans, je pense que s'il a de bons conseillers, il doit vraiment mettre ce mandat-là pour la paix et la cohésion. C'est-à-dire, il doit être celui-même qui doit chercher à apaiser les esprits. S'il veut vraiment que, après lui, là, il y ait quelqu'un de son parti qui prenne la relève, là. C'est lui-même qui doit chercher à calmer les jeux. Il doit poser des actes de réconciliation, des actes de paix, des actes d'apaisement, de pardon. Mais s'il reste dans sa position de toujours réprimander, mettre en prison, attaquer les gens, machin et tout, là, c'est qu'il ne pourra pas, ces 5 ans-là, ça va être 5 ans de désordre, hein, parce que les gens ne vont pas se laisser faire. C'est qu'il va mettre presque tous les Ivoiriens en prison. Voilà, donc c'est un moment très, 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 très décisif, un tournant décisif, et puis, en tant que chrétien, hein, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. Voilà, donc parfois, on dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parfois, le Seigneur nous envoie sur des voies que nous ne pouvons pas comprendre parce que lui, il a un plan, il a un objectif. Et au moment où les gens sont dans la désolation, les gens n'espèrent plus, les gens ne pensent même plus, c'est là que Dieu agit. Donc, il est le maître des temps et des circonstances. Et même s'il y a une seule personne juste qui prie, il arrive un moment où Dieu va répondre. Hein. Voilà, donc, il ne faut pas perdre d'espoir, il ne faut pas perdre courage, pas aussi demeurer dans la violence. Que Ouattara et son gouvernement comprennent que même s'ils arrivent à gérer encore le pays, c'est dans des conditions calamiteuses. Donc ils auront la responsabilité de poser des actes, pas de règlement de compte, pas de diligence. Est-ce que vous pensez que le président Ouattara sera capable justement d'un tel revirement, c'est-à-dire que de démontrer une fois encore aux Ivoiriens qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on le pense et de commencer une politique de 5 ans pour installer une sorte de réassurance, de rassurer les Ivoiriens et de poursuivre un peu la corruption, d'essayer de vraiment remettre le pays sur pied et en montrant l'exemple que, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le rattrapage ethnique, ce sont les Ivoiriens, c'est notre pays. Est-ce que vous pensez que M. Ouattara aura les ressources morales et psychologiques suffisantes pour tendre la main justement aux Ivoiriens de cette façon-là? Oui, ça c'est une interrogation. Hein. C'est une interrogation. C'est pour ça que j'ai dit s'il a des bons conseillers,
et qu'il écoute ceux qui lui donnent des conseils, il peut le faire. Moi, à sa place aujourd'hui, si je dois même former un gouvernement, je chercherai même à former un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, je vais tendre la main même à tout le monde. Maintenant, ceux qui vont refuser, je saurai qu'ils ont refusé. Parce que aujourd'hui, il n'a qu'à se dire que la Côte d'Ivoire est à un tournant où, à n'importe quel moment, lui-même, il peut partir. Hein. Et il n'a pas envie de laisser derrière lui un vide. Donc, il a besoin de créer les conditions qu'il faut pour que il puisse partir dans la paix. Ça doit s'imposer à lui. Maintenant, comme vous le dites, si il pense que rester dans cette logique de rattrapage ethnique et qui se considère comme le président seulement du RHDP, non pas de la Côte d'Ivoire, bon, à ce moment-là, les gens, il assumera aussi les conséquences après lui. Voilà, parce que moi, je pense que quand on regarde dans son équipe, là, il n'y a personne après lui qui peut faire front. Hein. Voilà, donc, si c'est moi, je vais tendre la main au cadre du PDCI, je vais tendre la main au cadre du PPACI qui ont de la connaissance. Voilà, il faut tendre la main. Les frères, venez, c'est vrai, on a fait des bagarres, mais pour l'intérêt du pays, vous avez des connaissances de savoir, venez, on va travailler, voilà les problèmes qui sont là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi même ne pas appeler le ministère pour dire, mon fils ou bien mon jeune frère, viens travailler, viens être premier ministre ou bien viens être vice-président. Pourquoi pas? Et qu'il le fasse publiquement. Voilà, le PPACI a des cadres, des chevronnés. Voilà, mais vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le président Ouattara, mais c'est la France. Parce que la France est en train de jouer un rôle très important en ce qui concerne sa position au niveau de la sous-région. Avec les pays de l'AES, la Côte d'Ivoire, si elle échappe à la France, c'est pas bon. Donc, la prochaine bataille des Ivoiriens, il faut s'attaquer aux intérêts des Français. Pour que les Français... Parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est la France, hein, qu'on le veuille ou pas. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut s'attaquer aux intérêts des Français. Il faut s'en prendre aux Français. Il faut s'en prendre à toutes les sociétés françaises qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Une fois que ça c'est fait là, ils seront obligés de regarder un peu bien dedans et puis voir ce qu'il faut faire. Mais laissons le temps. Voilà, c'est une bataille qui est engagée, il faut l'assumer. Voilà, alors, M. Adjaye, je ne sais pas s'il y a une question à laquelle vous voulez répondre avant que je pose la question sur le président Thiam. Non, la question que vous avez posée à Pasteur Aka, je vais répondre à celle-là. Oui, allez-y. Non, vous savez, Ouattara ne fait pas sa volonté en Côte d'Ivoire, il fait la volonté de la France, des Occidentaux. Et puis, ne dit-on pas que action speak louder than words. Il n'est même pas encore proclamé président, mais déjà il a commencé à envoyer les chars pour aller brûler des villages. Est-ce que ce sont les signes de quelqu'un qui veut prôner la paix et le vivre ensemble? Non. Ce n'est même pas possible. Et ce n'est pas la nature de Ouattara. C'est quelqu'un qui a toujours défié le peuple et il va continuer dans cette voie-là. Si ça sera. Ne pensez même pas à ça. Ouattara est Ouattara. Quelqu'un qui a refusé le simple, ce qu'on appelle dialogue. Ce dialogue-là, c'est un élément de paix, pour ne pas dire un fruit de la paix. S'il a refusé ça, mais à quoi on s'attend? On s'attend au village brûlé, aux gens égorgés, brûlés vifs, les tueries. Donc, lui-même, il a créé les conditions que lui-même, il n'aspire pas à la paix, et donc il n'aura jamais la paix. Mais c'est quelqu'un qui se plaît dans le désordre. Et c'est ça qui arrange la France. Donc c'est dans ça qu'il va patauger il va partir.
Voilà. D'accord. Alors, comme je suis avec vous, je vais vous poser la question. Le président Tidiane Thiam est toujours hors de la Côte d'Ivoire. Ouattara a pris le pouvoir. Est-ce qu'il va devenir un exilé politique comme Soro Guillaume pour un long moment ou alors pourra-t-il finalement revenir en Côte d'Ivoire pour réorganiser le PDCI et se préparer pour les élections de 2030? À votre avis? Thiam est parti avant tout ce maquillage électoral. C'est pas maintenant qu'il va revenir. Parce que quand Ouattara va se positionner, il sera investi là. Thiam ne peut même pas mettre pied à l'aéroport de Port-Boué. Parce que Ouattara il est dans une logique de se venger pour nettoyer le pays pour celui qui veut mettre à la tête de la Côte d'Ivoire quand il ne sera pas là. Donc tous les Thiam, tous les autres là, ce sont des gens gênants pour lui. Donc il s'ajoute à la liste des exilés, comme les Bogasako et Chéri Balé et les Bredoumi. Thiam s'ajoute à la liste. C'est Laurent Gbagbo seul qui lui, il a été déjà en exil à La Haye, il n'a plus besoin d'aller en exil. Lui, il est là. En dehors de lui, tout le monde est exilé. Voilà. Donc Thiam ne viendra pas. Est-ce que vous pensez que M. Laurent Gbagbo, vous parlez de lui, est-ce que vous pensez qu'il est en sécurité justement? Il ne peut plus s'exiler, il est fatigué, il prend sa retraite. Est-ce que vous pensez que M. Laurent Gbagbo est en sécurité en Côte d'Ivoire? Il est en sécurité. Parce que Ouattara ne peut même pas s'amuser même à s'approcher du domicile de Laurent Gbagbo. Non. C'est-à-dire, il ne peut même pas s'amuser. Il peut tout faire, mais ça, il ne peut pas s'amuser. Ah non. Parce que quelque part, vous voyez, il y a une conscience humaine. Hein. Il est un démon, mais comme il est humain, il a une conscience humaine. Normalement, c'est quelqu'un qui ne devait pas regarder dans les yeux de Laurent Gbagbo. Mais c'est parce que c'est le diable que bon, il rit même comme s'il était un homme, mais Ouattara n'est pas un homme. Il devait avoir, c'est-à-dire là, c'est la honte même qu'il devait le chasser de la Côte d'Ivoire. Qui a fait tout ce tapage-là. Voilà, Laurent Gbagbo est revenu. Donc, qui a tué les 3000 dont tu parles là? Il sait que, tout le monde sait que c'est lui. Mais il n'a pas de conscience. Donc, pour Laurent Gbagbo est en sécurité, c'est ça là. Voilà. D'accord. Laurent Gbagbo en sécurité. D'accord. On espère bien, M. Adjaye, parce que avec la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, nous savons que... Alors, vous êtes, je sais que vous êtes très proche du PPACI. Pasteur, avant que je ne revienne vers vous pour cette question à laquelle M. Adjaye vient de répondre sur la sécurité du président Gbagbo. M. Laurent Adjaye, qu'advient-il donc maintenant aujourd'hui de tous ces leaders du PPACI qui étaient si engagés et qui ont tous presque pris des peines de justice? Et puis aussi, qu'est-ce qui va se passer avec tous ceux qui ont été arrêtés avant les élections, pendant les élections? Comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on envisage justement faire sortir ces jeunes gens de prison? Très bonne question. Moi, j'ai un peu peur parce que tout qu'on fait, il les a pris en otage en fait. Il les a pris en otage et j'ai peur que, en cas de quoi, ils se vengent de ceux-là. Sinon, quelque chose doit être fait. Mais il faudrait qu'on soit prudent parce qu'on connaît leur façon d'opérer. C'est pas pour rien qu'il les a pris en otage. C'est du chantage en fait. J'ai attrapé tes enfants. Si tu veux, viens me tuer. Tes enfants, là, je vais mourir avec eux. C'est un peu ça qui me fait peur. Yes. Pasteur Aka? Oui. Bon. Oui. La question. Oui. Est-ce que M. Laurent Gbagbo est safe en Côte d'Ivoire? Et puis, qu'est-ce qui va se passer avec tous les prisonniers, tous ceux qui ont pris des peines là qu'on ne peut pas justifier? Comment est-ce que ça va se passer? Bon, la sécurité du président Gbagbo,
Il n'y a que Dieu seul. Hein. Parce que quand on regarde un peu le parcours de ce monsieur-là, vraiment, il a cette grâce-là d'avoir la protection divine. Sinon, il y a longtemps, il serait déjà enterré. Donc, qu'il soit à Abidjan, qu'il soit au village, qu'il soit quelque part d'autre, moi, je pense que sa sécurité dépend de Dieu. Parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur la vie d'une personne, quel que soit ce qui va se passer, la personne sortira toujours vainqueur. Donc, même si tu es entouré de 2000 militaires, si quelque chose doit t'arriver là, ça va t'arriver. Non, tu ne sais même pas comment ça va arriver. Donc, ce côté-là, c'est difficile de faire vraiment un commentaire très précis, quoi. Maintenant, ceux qui sont... Bon, pour l'instant, nous sommes encore dans le processus de résultats, hein, des élections. Hein. Voilà, rien n'est encore... C'est vrai que les résultats sont en train d'être donnés. Rien n'est encore officiel. La Cour constitutionnelle doit siéger. Ouattara doit presser serment. Et puis, il doit avoir les félicitations de la classe diplomatique. Il y a ça aussi. Donc, ça veut dire que tant que la classe diplomatique ne reconnaît pas son élection, il ne reçoit pas de félicitations, ça va être un problème de gouvernance, ça va être difficile pour lui. Parce que ça va jouer non seulement sur les investisseurs. Voilà. Donc, il y a encore des enjeux, il y a encore beaucoup de choses. Surtout que déjà, l'opposition, par les déclarations qu'on a écoutées, qui a été lues, les gens ne reconnaissent pas l'élection. Mais est-ce que vous pensez que le corps diplomatique peut s'opposer justement à la victoire proclamée de M. Alassane Ouattara? Le corps diplomatique peut. Ils peuvent. Oui, et puis les observateurs qui sont venus de l'Union européenne, de la CEDEAO, des États-Unis, de l'Union africaine, les privés qui sont là, s'ils ne sont pas corrompus, ils peuvent carrément dire que cette élection n'a pas été une élection régulière. Et quand c'est comme ça, là, ça met en ballottage la crédibilité du président. Et à ce niveau-là, le président, c'est un peu... Et toutes les portes lui seront fermées. Voilà. Mais bon, comme il est dans le milieu, c'est un gars qui est dur, il saura comment débloquer les choses, mais ça ne va pas être facile. Parce que tu gères un pays dans l'inégalité, tu gères un pays dans la violence, tu gères un pays dans la violence, dans la guerre. La population ne te reconnaît pas. Mais c'est plus qu'un coup d'État. Hein? Voilà. Parce que prenez un peu l'exemple des pays de l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont pris le pouvoir? C'est parce que eux, ils ont eu le soutien de leur population. Donc, la communauté internationale était obligée de plier. Mais le cas du président Ouattara, s'il n'a pas le soutien de la population, c'est pour ça que j'ai parlé du pourcentage. Donc, les gens vont regarder tout ça, ils vont dire, ah non, il y a quelque chose à faire. Voilà, parce que le monsieur, il est le président, il est élu, mais il gère un pays pas dans la globalité. Donc, quand à ce niveau-là, le dialogue va s'imposer. Parce que dans tous les cas, le président Ouattara n'aura pas le choix. Il a besoin d'être reconnu par le PPACI, il a besoin d'être reconnu par le PDCI. Ça, quand ils ne veulent pas, ce sont ces deux grands partis avec le FPI. Ils doivent reconnaître qu'il a été élu. Si eux là, ils ne reconnaissent pas là, c'est pas bon pour lui. Il peut rester, il peut s'efforcer, faire ce qu'il veut faire, mais ça va être très difficile pour la Côte d'Ivoire sur le plan investissement, sur le plan réalisation et tout, parce que il n'y aura pas de différence entre un coup d'État militaire. Il n'y aura pas de différence. Parce que les pays de l'AES, quand ils ont
c'est parce qu'ils étaient soutenus par leur population, donc ils ont commencé à travailler de façon interne. Voilà. Mais nous, c'est différent, hein, parce que la population, elle est variée. Voilà. Donc, nous avons un taux d'immigration très élevé. Alors, si il n'est pas soutenu par la population locale, ben, ça va être difficile pour lui. Parce que les investisseurs, les gens ne vont pas mettre leur argent dans un pays qui est en ballottage, hein, où à n'importe quel moment, tout peut arriver. Hein. Donc, là, il est dans une situation où, après le forcing des élections, maintenant, il va falloir reconstituer encore il va falloir rebâtir la confiance pour les 5 années à venir. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les dénonciations, tout ce qui est en train de se faire de façon stratégique, les attaques, la manière dont les gens le traitent, tout ce qui est en train de dire, mais ils perdent la crédibilité sur le plan extérieur. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est une bataille qui n'est pas finie, hein. Ça ne fait que commencer. Hein. Ah, moi, je pense que... Vous pensez que les Ivoiriens vont vraiment continuer dans cette lancée qu'on a vue pendant les élections où les jeunes ont dit non, ils ont dit non au 4e mandat? Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Parce qu'on a vu qu'à l'intérieur du pays, il y a eu des endroits où les gens continuent de couper les routes, empêcher les gens d'entrer ou de sortir. On a des endroits comme dans les zones, des zones des Atiers, par exemple, il y a beaucoup d'endroits où vraiment ça a chauffé. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à chauffer ou bien c'est juste la mode et puis après quelques temps, mais chacun va retourner chez lui à la maison? Non, ça va continuer, mais comme je le dis, le président Ouattara, le problème qu'il a, c'est quoi? C'est que lui-même, là, il ne parle pas à les gens. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé d'envoyer des commandos, c'est-à-dire ces gens, pour chercher à aller apaiser, faire des rencontres d'apaisement. Voilà, parce que il n'aura pas le choix. C'est pour ça que j'ai dit, tout va dépendre des actes qu'il va poser. Sinon, son mandat va être un mandat de turbulence. Ça va être un mandat de turbulence et à chaque moment, il va mettre les gens en prison. C'est ça, parce que les gens ne sont pas prêts à digérer ce braquage électoral. Hein? Non. Ça va sembler se calmer, mais à un moment, ça va se réveiller. Donc, ça ne sera pas facile pour lui. Alors, ça va dépendre des actes qu'il va poser. C'est pour ça que je dis, il aura besoin, qu'il le veuille ou pas, il aura besoin de l'opposition. Hein? On a vu en 2020, quand il y a eu la désobéissance civile, il était obligé de rencontrer le président Bédié pour qu'il puisse s'entendre. Donc, il n'aura pas le choix. Il sera obligé de rencontrer le président Gbagbo. Il sera obligé de faire sortir les prisonniers, de libérer les gens. Voilà, parce qu'il y a trop de violations des droits humains, des droits de l'homme. Trop. Il y en a trop. Et aujourd'hui, comme je dis, les gens n'ont pas d'autres manières que de manifester. Mais est-ce qu'il va continuer à tirer sur les gens? Il va continuer à tuer les gens? Ça, jusqu'à où il va continuer à tirer sur les gens? Jusqu'à quand? Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait le dernier Ivoirien qui naît à l'hôpital de Treichville? Ça. Donc, il y a encore du travail, hein, il y a encore du boulot à faire. Hein. Voilà, mais ce ne sera pas facile, ça c'est sûr. Il aura certainement un mandat très difficile. Très difficile, voilà, ça c'est sûr. On prie seulement pour que ça ne devienne pas une guerre civile. Vous avez vu l'exemple du village de Nayo, où les gens sont allés avec des machettes pour attaquer les villageois. On a brûlé les maisons des gens, on a tué même la photo d'une vieille maman qui a été assassinée, couchée là par terre. Ce sont des images qui ne font pas honneur à la Côte d'Ivoire, franchement. Est-ce que vous ne pensez pas que
si M. Ouattara ne sort pas justement pour apaiser les différents camps qui s'opposent, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut craindre une guerre civile parce que c'est comme ça commence? Oui, la guerre civile est inévitable. Hein? Voilà, parce que à l'heure actuelle, lui-même, le président Ouattara, il réalise que ses ministres, ces gens qui sont autour de lui, n'ont pas dit la vérité. Parce que toutes ces réalisations qui sont brandies là, c'est faux. Lui-même, il a vu. Les hôpitaux, ils ont construit, les routes ont été faites, tout ça, c'est du faux. Donc, il s'est rendu compte que lui-même, il se rend compte que, mais attends, après son déplacement sur Dalouin, il n'a pas pu encore se déplacer, aller quelque part d'autre. Oui, d'ailleurs, les pneus des voitures étaient coincés entre les morceaux les troncs d'arbres qui servaient de pont. Voilà, donc lui-même, il se rend compte que, mais attends, tous ces milliards là, de dettes là, qu'est-ce que les gens ont fait? Parce que les gens lui font croire qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça, oui, on a fait des routes, on a fait des ponts, on a fait ceci, cela, en dehors d'Abidjan qui est visible, mais il se rend compte que la Côte d'Ivoire profonde même a été délaissée. Donc si aujourd'hui les villages, même les campements même sont révoltés, ben, ça doit l'amener à réfléchir. Maintenant, si lui il s'en fout de la Côte d'Ivoire, pour un pays qui prétend aimer, s'il se dit je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est que si je règne à la Bokassa, non, il y aura le jugement divin. Parce qu'on peut, on peut dribbler les gens, mais le jugement divin, là, on ne peut pas dribbler. Hein. Voilà. Parce que aujourd'hui, les gens qui sont en train de pleurer dans les villages, dans les régions, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan seulement. Hein. C'est pas Abidjan. Donc là, il est coincé. Hein. Alors, M. Adjaye, vous voulez répondre à ces deux dernières questions avant qu'on ne passe à... Oui. S'agissant de la guerre civile, je suis un peu dubitatif parce que le peuple ivoirien est un peuple accueillant. Ce n'est pas un peuple violent. Et donc, ils sont dans une logique où quelqu'un qui t'a reçu de bon cœur chez lui, si toi tu te lèves et tu veux tuer ses enfants, tu veux les tuer, mais lui n'est pas habitué à la tuerie. Il va peut-être chercher à se cacher. C'est le comportement des Ivoiriens aujourd'hui. Parce que la guerre civile, ça se fait entre des gens. Si un a l'art de tuer, mais l'autre aussi doit être dans une logique de vengeance. Or, l'Ivoirien n'a pas ça dans son ADN. Donc, il n'aura jamais cette guerre civile. Ils vont se faire massacrer pour rien. Les villages qu'on brûle. Normalement, quelqu'un qui arrive, un étranger, doit avoir peur de dire les gens m'ont reçu, je ne peux pas faire ça. Mais s'ils le font, c'est parce qu'ils connaissent les Ivoiriens, ils savent que c'est des gens de bon cœur, ils n'ont pas l'art de tuer. Pour eux, pour un Ivoirien, tuer, c'est un sacrilège. Donc, ils profitent de ça pour faire des bêtises là. Voilà le problème qu'on a et qu'on aura toujours. Et Ouattara s'en fout parce que c'est sa nature. Lui et son Ténébrahim, c'est leur nature. Vous voyez combien d'Ivoiriens, des gens qui sont morts autour d'eux, des gens empoisonnés. C'est-à-dire, eux là, tuer, c'est la plaisanterie. C'est leur nature, c'est des démons dans un corps, dans des corps humains. Et donc, la guerre civile, à proprement dit, n'aura jamais lieu. Parce que l'Ivoirien n'est pas prêt pour ça. Oui, d'accord, mais l'Ivoirien n'est pas prêt pour ça, mais si on vous attaque, ce qui s'est passé dans ce village, c'est justement ça. Ils ont été attaqués, ils ont riposté, ils n'ont pas d'armes, on les a massacrés. Donc, si l'Ivoirien n'est pas violent, on le comprend. Mais à partir du moment où l'Ivoirien n'est pas équipé et que les autres ont des armes blanches surtout, et qui les attaquent et qui les dépècent,
vous ne pensez pas que les Ivoiriens, ça peut pousser les Ivoiriens à réagir et nous amener dans une situation où le sang va encore couler? Non, mais ça, c'est ce qu'on demande à tout peuple autochtone. Vous n'allez pas laisser les étrangers vous massacrer. À un moment donné, levez-vous. Oubliez cette affaire de... nous sommes un pays accueillant, comment on appelle ça? Hospitalier? Hospitalier, là. Oubliez ça. Si cette hospitalité vous a envoyé le malheur, mais réagissez. Levez-vous un matin. Faites comme les Chinois, en face des Mongols. C'est tout simplement, comment on appelle ça, la réciprocité. Si tu as fait du bien à quelqu'un qui veut te faire du mal, tuer tes enfants, à un moment donné, il faut te lever. Mets-toi debout devant lui et affronte-le. Mais qui va réveiller les Ivoiriens? Qui va réveiller leur conscience? Il faut bien un leader pour réveiller sa conscience. Ce qu'on n'en a pas. Vous pensez qu'on n'a pas de leader qui puisse réveiller notre conscience? Bon, peut-être dans la société civile, comme les chéris balais qui vont lancer un mot d'ordre pour dire mettez-vous debout, ne laissez pas les gens vous piétiner, mais on a quel moyen pour leur donner des armes? On a quel moyen? C'est de ça que je parle. Un vrai leader devait pouvoir dire bon, comme ça se passe comme ça là, voilà ce que nous devons faire. On peut demander de l'aide, mais personne, on n'a personne, il n'y a aucun interlocuteur crédible. Et nous pouvons massacrer comme ça. Et ce sera dommage. C'est dommage, on va dormir tranquille, ce sera dommage. D'accord. Alors, passez à votre mot final. Oui, l'un des points est que la personne qui pouvait vraiment faire front en dehors du président Gbagbo, si cette personne était sur le terrain, c'était le président Thiam. S'il était sur le terrain, les choses, parce que avec la carrure qu'il a, la détermination qu'il a, les mots qu'il a, et puis les informations qu'il a, la technique qu'il a, le pouvoir. Les relations aussi, hein? Les relations, le pouvoir a eu trop peur de lui. Donc ils se sont dit, ce gars-là, si jamais on ne l'éloigne pas du pays, qui va nous créer des problèmes. Et lui aussi, un homme qui ne veut pas se salir, il est obligé de quitter. Voilà, il est obligé de quitter. Donc, il trouvera peut-être les moyens qu'il faut pour revenir en tant que président du PDCI. Mais moi, je pense que Dieu a le dernier mot. Voilà, le peuple s'est battu, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Bon, nous savons que le mandat est anticonstitutionnel, c'est contre la loi. Ben, que les Ivoiriens comprennent que ce combat-là, c'est pas contre un individu, c'est contre la communauté internationale qui joue une carte très décisive. Parce que quand on voit un peu les enjeux du franc CFA, on voit un peu les richesses de la Côte d'Ivoire, la position de la Côte d'Ivoire au niveau de l'UNUA, au niveau de la CEDEAO, et par rapport à la France, l'Union européenne, ah non, faut pas qu'on va penser que ça va être une bataille facile, hein. Ça va pas être facile. Voilà. La personne qui pouvait vraiment faire la balance, c'était le président Thiam. Mais malheureusement, Ouattara a compris qu'il faut l'éloigner. Voilà, parce que sa présence a gavalisé quand même les gens du PDCI, hein. Et avec Gbagbo s'est senti, ça a mis du rien, il faut dire la vérité, hein. Gbagbo s'est senti affaibli, hein. Parce que quand le président Thiam a fait le front commun avec lui, ça lui a donné la force. Oui. Mais le fait que le président Thiam soit parti, il s'est retrouvé dans la même position du président Bédié au moment où lui, il n'était pas là. Et tous ceux qui étaient autour de Bédié en 2020 étaient tous encore des traîtres. Donc Gbagbo, lui, voyant tout ça là, il s'est dit non, je ne vais pas m'entourer de ces mêmes personnes qui ont trahi Bédié pendant la CNT. C'est ça.
Voilà. Donc, et là, voilà. Donc, laissons Dieu a le dernier mot, et puis bon, faut pas désespérer. Souhaitons que la paix revienne et que bon, voilà, le président Ouattara, s'il est élu, qu'il soit dans les dispositions qu'il faut pour créer vraiment les conditions de paix, de cohésion, et puis bon, qu'on avance, quoi. Parce que la vie n'est rien. On a appelé tout ça à être rappelé par Dieu. Merci à vous. Voilà. Merci, Pasteur Aka. Monsieur Adjei, votre mot final? Merci, Sister Sarah. Alors, nous venons d'assister à une autre mascarade qui définit bien l'identité de Dramane Ouattara et de ses partisans. Nous savons ce qu'ils étaient en train de préparer. Nous ne sommes pas surpris. Mais ce qui nous fait mal, c'est ceux qui l'ont accompagné dans cette forfaiture et dans ce braquage. C'est ça notre problème. Mon mot de fin va aller vers le peuple ivoirien. Vous savez, c'est vrai, Dieu va agir. Mais Dieu qui a été le Dieu du peuple d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à dans le désert, ils ont combattu des peuples. Dieu dit souvent, il leur disait, allez-y, je suis devant vous, je me battrai avec vous. Si un peuple ne se lève pas pour se libérer et demander à Dieu, on se lève pour nous libérer, accompagne-nous, qui s'assoit pour se faire massacrer, mais tant pis pour ce peuple.